Donc, bienvenue à tout le monde ce soir. Nous sommes donc partis pour un live qui va durer, je pense, à peu près 1 heure, mais ça dépendra de vos retours. L'objectif de ce soir, c'est donc de vous parler du prendre soin de soi. Alors, moi, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous parler du prendre soin de soi autrement que au travers de techniques que vous pouvez trouver de manière très faciles et qui sont des techniques qui sont particulièrement utiles, hein, réflexologie, yoga, méditation, sport, alimentation, cohérence cardiaque, sommeil, etc., qui sont des pratiques qui permettent vraiment de décharger. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que ces pratiques-là qu'on connaît, c'est des pratiques qui permettent beaucoup de décharger, notamment quand on est en tension. C'est vraiment quelque chose qui permet de lâcher, de décharger le trop-plein. Donc, c'est quelque chose qui nous permet de trouver des espaces ressources, de pouvoir continuer dans la durée. Mais concrètement, on va dire que ça n'agit que sur les conséquences et ça n'agit pas sur la cause. C'est-à-dire que pourquoi on en arrive à un moment donné à un trop-plein, pourquoi on en arrive à plus pouvoir gérer, donc on a besoin de décharger, on a besoin de courir, on a besoin de faire du sport, ou au contraire, pourquoi on a besoin de s'apaiser, pourquoi on a besoin de se retrouver, de se calmer, donc plutôt de méditer, d'être plutôt dans des pratiques introspectives. Et, on se rend compte qu'on peut passer à beaucoup de techniques comme ça, une sorte d'hyperconsommation, et on n'arrive quand même pas à obtenir le résultat qui est de s'installer dans une zone de confort, s'installer dans quelque chose qui nous permet, peu importe ce que l'on vit à l'extérieur, ça nous permet de trouver une paix intérieure. Et donc moi, c'est de ce prendre soin-là que j'ai envie de vous parler ce soir. C'est pas celui qui nous permet de décharger. Je dis pas qu'il n'est pas utile, hein. Moi, je le pratique. Mais c'est important de temps en temps de se dire qu'il va falloir aller, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans l'annonce de ce webinaire, aller à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur. C'est-à-dire vraiment descendre au plus profond de soi. Et ça ne peut venir que de soi. Ça ne peut pas venir d'une approche extérieure. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup de manière récurrente chez les soignants notamment? Alors, ce que je vous dis, ça peut s'appliquer dans n'importe quel contexte de vie et pour n'importe quelle profession, mais moi, ce que j'aime faire et ce que je fais au quotidien, c'est vraiment faire un parallèle entre ceux qui prennent soin. Donc, quand je parle de soignants, je parle vraiment de toute personne s'occupant d'un être vulnérable. Donc, ça peut être social, médico-social, médical, paramédical, peu importe. Pour moi, à partir du moment où on est confronté à un autre qui est dans une position de vulnérabilité, qu'elle soit physique, psychique, sociale ou combinée, on est soignant. On est soignant de l'âme, on est soignant du corps, on est soignant du contexte, on est soignant d'une famille, soignant d'une relation, mais on est quand même là pour soigner. Et donc, s'il y a des personnes parmi vous ce soir qui sont issues du monde social ou médico-social, il faut vraiment que vous vous sentez... Enfin, pour moi, vous êtes des soignants d'autres sphères, de manière beaucoup plus globale et holistique, mais vous êtes des soignants et on a besoin de tous les soignants. Donc, pourquoi je focalise sur les soignants? Parce que, contrairement à un métier qui va nous confronter à quelque chose de, j'allais dire, de très matériel ou de très froid, hein, quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'est pas humain, notre métier nous amène, même si on ne le veut pas, à être confronté à des situations de vie qui vont forcément à un moment donné venir nous toucher. Pas forcément parce que les situations sont horribles ou particulièrement difficiles, mais elles viennent nous toucher parce qu'elles viennent faire écho à quelque chose que l'on ne maîtrise pas, quelque chose qui est de l'ordre de notre constitution, de notre patrimoine génétique, éducatif, et peut-être même antérieur, j'allais dire en psychogénéalogie ou en héritage familial. Bref, on s'est construit avant d'être soignant, et cette construction-là, elle vient forcément se mettre en contact avec les autres que l'on soigne. Et on ne peut pas le nier, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. À un moment donné, on va être rattrapé par ça. Et quand on est rattrapé par ça, c'est exactement le moment où on est complètement épuisé. Pourquoi? Parce que
soit on est émotionnellement fatigué, soit on a perdu confiance en nous, en notre métier, soit on n'est plus du tout dans la créativité, donc on n'arrive plus à produire, on n'arrive plus à construire, on n'arrive même plus à mettre du sens dans ce qu'on fait, on a l'impression d'être des sortes de machines répétitives. On voit arriver à ce moment-là la dévalorisation de soi, de son environnement, peut-être pour certains des sentiments d'incapacité, de faire, d'être, et surtout une grande peur. Et tout ça, ce sont des signes d'épuisement professionnel et surtout des signes qu'à un moment donné, on a cumulé, sans jamais soit s'arrêter pour chercher à comprendre, soit essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc, comme dans tout phénomène d'accumulation, au bout d'un moment, il faut que ça s'évacue. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas constitué pour emmagasiner sans évacuer. Il y a un mouvement vers l'extérieur qui doit se faire. Et s'il ne se fait pas de manière régulière, eh ben, on encaisse plutôt mal d'ailleurs. Et très souvent, on s'épuise et on finit par s'auto-détruire. Et on se rend compte, si on s'arrête un peu sur soi, qu'on est rentré dans cette autodestruction, pas forcément parce qu'on travaillait dans un milieu difficile, mais parce que la façon dont on était dans ce milieu difficile nous faisait souffrir. Parce que des métiers qui confrontent à la misère humaine, il y en a dans la justice, il y en a dans la protection civile, il y a beaucoup de métiers qui sont confrontés aussi à des situations dramatiques. Et je pense que c'est très, très, très important quand on est face à ces populations, même les enseignants, je pense aux enseignants aussi, de pouvoir comprendre que l'extérieur, c'est un facteur, mais le plus gros facteur, c'est notre intérieur. Et qu'il faut prendre soin de notre intérieur pour être suffisamment fort face à cet extérieur qui n'est pas idéal et qui n'est pas forcément bienveillant et qui n'est pas toujours facile. Si notre intérieur n'est pas solide, l'extérieur nous détruira. C'est inévitable, inévitable. Et donc l'objectif de prendre soin de soi, c'est vraiment de préserver cet intérieur pour ne pas s'auto-détruire en fait. Voilà, donc je vais vous parler de 6 étapes. 6 étapes ce soir qui vont reprendre les 6 petites vidéos que j'ai postées cette semaine. Alors ceux qui l'ont pas vu, c'est pas grave, ça vous manquez, enfin je veux dire, ça va pas vous desservir pour comprendre ce que j'ai à vous dire. Mais donc on va prendre ce plan-là parce que c'est un plan pour moi qui est intéressant à vous transmettre. Je vais partager mon écran. Donc à partir du moment où je partage mon écran, je ne vous vois plus. Ce que je vous propose, c'est au fur et à mesure que je parle, de poser des questions dans le chat. Et comme ça, une fois que j'ai fini de partager mon écran, je reviens et puis je reprends les questions les unes après les autres. Et puis à ce moment-là, on échange, soit par audio, soit par écrit, ou alors vous voulez noter et puis après, je vous donne, vous ouvrez le micro quand j'ai fini et puis on en parle. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok. Donc je vais partager mon écran et puis du coup, je vais vous perdre de vue. Mais voilà, vous pouvez me faire signe par le chat ou en micro si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est parti, c'est parti. Est-ce que c'est bon là? Ok, est-ce que là, tout le monde voit mon écran? Super, donc là, j'ai plus, je crois pas, si, c'est bon, j'ai accès au chat. Ok, très bien. Alors, ah oui, alors, attendez, deux secondes de technique, voilà. Ok, donc c'est parti. Prendre soin de l'intérieur, c'est l'objectif de ce soir. Donc on va découper les choses en 6 étapes, telles que je vous les ai découpées pendant la semaine. Les émotions, se connaître, s'aimer et se respecter, s'empêcher d'être, s'estimer et se comparer, et ses propres ressources. Donc là, on va être dans ces items-là. Donc les émotions. Premier grand pilier indispensable, la gestion émotionnelle. Quelque chose que l'on n'est pas du tout
formés à faire, mais au-delà de la formation, on n'est pas du tout éduqué à le faire dans notre société occidentale. Les émotions ne sont pas des choses qui font partie de notre éducation, contrairement à d'autres pays. Chez nous, c'est compliqué. Donc, du coup, on part avec, entre guillemets, un handicap sociétal et éducatif. On fait un métier qui nous demande, en gros, d'être des experts de la gestion émotionnelle. On ne nous l'apprend pas dans notre formation initiale. Et le jour où on est diplômé, on est censé savoir gérer chez soi et chez l'autre. Ce qui est quand même assez fou, puisqu'en fait, on ne l'a jamais fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a tous fait en tant que soignants débutants, on se dépatouille avec ce qu'on a, avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on croit être bien. Sauf que le dépatouillage, généralement, ça tient quelques années et ça ne tient pas dans la durée. Donc pour ça, c'est important de comprendre qu'une émotion, c'est vraiment une réaction qui est appropriée à une situation. Alors, il y en a quatre grandes. Selon la littérature, vous pouvez en trouver d'autres, notamment la honte, la jalousie. Mais pour moi, en tout cas, en tant que soignant, on a surtout affaire à la peur, à la colère, à la tristesse et rarement à la joie, ce qui est dommage, mais c'est quand même une grande piste pour la créativité, la joie. Donc, l'émotion, c'est vraiment une réaction physiologique qui va s'opérer en 3 étapes. Première étape, et de manière complètement, j'allais dire, ancestrale et archaïque, c'est l'étape de la charge. À quoi elles nous servent les émotions? Elles nous servent à dire à notre corps, eh oh, tu as un besoin, et il va falloir que tu répondes à ce besoin. D'accord? Donc, quand on ressent une émotion, c'est vraiment quelque chose d'instantané qui monte très vite et qui redescend très vite. Ce qui est la différence d'un sentiment qui, lui, va plutôt s'installer dans la durée. L'émotion, elle, va être plutôt euh, intense et rapide. On n'a pas une installation de plateau, on ne s'installe pas dans la peur pendant 3 semaines. La peur, c'est quelque chose de très instantané. Et donc, du coup, quand cette charge arrive dans le corps, elle arrive avec des sensations physiques, mais elle arrive aussi avec une décharge hormonale. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que c'est une réaction physiologique. Physiologique, ça veut dire que comme les battements cardiaques, comme notre respiration, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc, déjà, on va faire tomber une des grandes croyances qui est que contrôler son émotion, c'est possible. Non, c'est pas possible. En tant que soignant, quand vous avez quelqu'un qui vous dit les émotions, c'est pas dans le service, les émotions, c'est pas sur le terrain, les émotions, c'est ailleurs plus tard, etc., c'est pas possible. Une émotion, ça va nous permettre d'avoir une réaction adaptative. Et donc, en soi, on ne peut pas se dire qu'on va gérer ses émotions. C'est pas possible. Voilà, pardon, parce que j'avais un petit souci avec Alain qui n'arrive toujours pas à se connecter. Désolé, Alain. Il galère un peu, Alain. Voilà. Donc, du coup, cette réaction physiologique, on ne peut pas la contrôler. Donc, cette charge, quand elle arrive dans le corps, elle arrive avec cette déferlante hormonale. Puis, il y a une mise en tension qui est générée par toute cette réaction physiologique. Et cette mise en tension, elle sert à quoi? Elle sert à nous mobiliser énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'elle va nous servir derrière à mettre notre corps en mouvement. Comment elle peut mettre notre corps en mouvement? Ben, simplement, si on reprend la peur, si moi j'ai peur et que je suis dans une situation où ma vie est menacée, cette peur va me permettre de décupler mes possibilités physiques. Grâce aux hormones et grâce à cette tension que j'ai, je vais pouvoir me mettre à courir plus vite, à fuir ou à attaquer. Donc je vais pouvoir mettre mon corps en mouvement et avoir une réaction adaptative à ce qui est en train de se passer. Et donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui a permis la survie de l'espèce, en fait, depuis des générations. Quand on était attaqué, quand le camp était attaqué par des mammouths, c'est bien parce qu'on avait peur et qu'on avait tout un tas de réactions physiologiques dans notre organisme qu'on a pu soit attaquer, soit fuir. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les mammouths, mais ça perdure, d'accord? Donc, il y a cette mise en tension. Et cette mise en tension, elle est déchargée par la mise en mouvement, par le corps physique, d'accord? Donc, c'est la décharge permet, après l'émotion, d'avoir cette sensation et ce moment d'apaisement physique. Ok? Qu'est-ce qui se passe chez nous aujourd'hui, dans notre société occidentale? Aujourd'hui, le gros problème qu'on a, c'est qu'on a la charge et tout ce qui va avec, donc la réaction physiologique et la décharge hormonale, mais lorsque tout ça monte dans notre organisme, eh bien,
on va rester là-haut. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne décharge plus. On ne décharge plus, soit parce qu'on nous interdit de décharger, soit parce qu'on nous dit que la décharge, c'est pas professionnel, parce qu'on nous a pas appris à décharger, parce qu'on ne nous a jamais dit comment faire pour décharger. Donc du coup, on reste en tension et jamais on décharge. Et donc si on reste en tension en permanence, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on explose. C'est-à-dire que somatisation, expression du corps, épuisement, stress, tous ces symptômes arrivent parce qu'on est perpétuellement dans cette tension émotionnelle et qui fait qu'on ne décharge jamais, jamais, jamais. Alors décharger, c'est pas forcément une décharge virulente, physique ou violente. C'est la décharge, c'est aussi de l'expression émotionnelle. Et quand on prend par exemple l'exemple de la colère c'est une émotion qui nous fait fabriquer du cortisol. Et le cortisol, de manière régulière, c'est quelque chose qui est extrêmement nocif pour notre organisme. C'est quelque chose qui est destructeur au niveau cellulaire et qui est en cause de plein de maladies chroniques. Et donc, cette mise en tension dans la colère, les gens qui n'expriment jamais de colère, qui se mettent jamais en colère, qui refoulent leur colère, sont des gens qui ont des taux de cortisol très élevés et donc qui ont derrière des manifestations physiques assez importantes. Donc, apprendre à gérer ces émotions, alors à les gérer, ça veut dire quoi? C'est apprendre à les ressentir, à les identifier, à les ressentir et à les exprimer. 3 grandes étapes, c'est vraiment quelque chose d'hyper nécessaire pour nous libérer, en fait, pour libérer cette émotion, pour qu'elle ne reste pas coincée dans le corps, qu'elle ne reste pas coincée en tension et qu'elle nous permette vraiment d'aller vers une mise en mouvement et puis qu'elle nous permette de décharger. Elles ont toute une fonction, je vous le disais tout à l'heure, elles sont toutes en train de nous dire qu'on a un besoin qui n'est pas satisfait et qu'il faut qu'on réponde à ce besoin. Donc c'est très très important qu'on puisse y répondre pour pouvoir répondre aux besoins qu'il y a derrière. Et donc, quand on est face à des décharges émotionnelles en face, moi, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est d'imaginer qu'accroché à votre blouse, en permanence, vous avez une sorte de bol, de réceptacle, qui récupère ce qui sort de l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque l'autre décharge, eh bien, ça ne nous est pas forcément destiné. Ça, très souvent, ça ne nous est pas destiné. Nous, on le prend comme ça parce que il y a des tas de choses qu'on n'a pas réglées et donc quand quelqu'un nous accuse d'être un mauvais professionnel, de ne pas être au bon endroit au bon moment, de ne pas y arriver, etc., on le prend pour nous. Sauf que on a à travailler à ne pas le prendre pour nous, pour la simple et bonne raison qu'à ce moment-là, il est en pleine décharge émotionnelle. Alors ça s'apprend vraiment, hein, ça s'apprend vraiment. Et donc, ce que je dis aux étudiants souvent, c'est d'imaginer qu'ils ont un bol comme ça qui est accroché et que lorsqu'ils sont face à une décharge émotionnelle, ils puissent ouvrir ce bol de manière à ce que tout aille dans le bol et une fois que la décharge est terminée, ils referment et ils jettent à la poubelle cette décharge qui ne les concerne pas en fait. Ça, c'est important de le comprendre parce que ça nous permet de prendre moins pour soi et de prendre un peu plus de distance quand il y a quelqu'un qui est submergé par l'émotion. La respiration, c'est tout bête. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. On ne réfléchit absolument plus. On ne se rend même plus compte qu'on le fait. Et pourtant, c'est quelque chose de très, très efficace. Quand vous respirez, vous mettez en mouvement vos fascias. Donc les fascias, c'est toutes les enveloppes internes de notre corps. Et lorsque ces fascias frottent les uns contre les autres, comme ça, ils provoquent de l'apaisement, beaucoup, de la décharge de stress. Et quand on respire pleinement, et ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait bouger nos fascias. Et donc, du coup, on se fait une séance de relaxation spontanée. Et quand on prend conscience de ça, on prend conscience qu'on a un outil hyper puissant dans les mains. Et surtout, on prend conscience qu'on respire toujours en mode très superficiel. D'ailleurs, là, je ne vous vois pas, vos caméras ne sont pas allumées, mais je vous invite à faire l'expérience là de prendre une grande respiration avec le ventre, pour ceux qui savent respirer de manière abdominale, et réaliser combien vous êtes à 20% de vos capacités respiratoires. Combien de prendre une grande respiration là, vous avez juste envie de vous dire putain ça y est, je suis posée quoi. Je suis posée, je suis là et je suis pleinement là, je suis pleinement avec moi. Et en fait, on se rend compte que même dans l'écoute active que vous avez avec moi, vous êtes dans une respiration superficielle. Et donc ça, c'est vraiment un truc hyper important qu'on respire soi
et qu'on fasse respirer les autres aussi, nos patients, nos usagers, nos résidents, qu'on les fasse respirer pleinement parce que vraiment cette respiration, elle est très calmante, elle est très thérapeutique. Alors, en s'éduquant pardon, à l'intelligence émotionnelle, eh bien, ça nous permet de faire la différence entre deux choses. Entre l'émotion, celle dont je vous parlais, la peur, la tristesse, la colère, la joie, donc l'émotion brute et primaire, et l'émotion parasite. Et l'émotion parasite, c'est cette émotion de décharge dont je vous parlais tout à l'heure, cette émotion qui vient et qui ne correspond pas du tout à un comportement adapté. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, il n'y a pas de coca sur un plateau, dans une chambre, et la personne rentre dans une colère, mais complètement disproportionnée par rapport à la problématique. Ça, c'est une émotion parasite. C'est une émotion de décharge. Donc, c'est une émotion d'évacuation de stress. Donc, ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec le coca, ça n'a rien à voir avec le plateau, ça n'a rien à voir avec la diète, avec la commande. En fait, ça n'a rien à voir avec personne. Mais c'est à un moment donné ce trop-plein, cette mise en tension-là qui n'a pas été déchargée, qui n'a pas été accompagnée, qui s'évacue parce que le corps est quand même bien fait. À un moment donné, il sait qu'il faut qu'il décharge cette tension. Et donc, c'est important de le connaître parce que quand ça nous arrive, eh ben, on l'identifie beaucoup plus facilement. Et quand on sait que l'autre est en train de décharger une émotion parasite, il n'est pas dans une émotion réelle. Et donc, ça nous permet de prendre beaucoup de recul avec la posture que l'on doit avoir à ce moment-là. Et ça nous permet de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qu'on pourrait prendre pour soi, qui en fait ne nous est pas destiné, même si c'est un peu caché et même si ça nous est volontairement adressé. Donc il y a un réel lien entre stress et émotion, et là je fais un parallèle avec l'intérêt de prendre soin de soi, c'est que l'émotion, c'est vraiment, ce que je vous disais, c'est une réaction adaptative à une situation précise, d'accord? Donc situation, je m'adapte avec une réaction émotionnelle. Le stress, c'est une réaction générale à toute situation. On peut se retrouver en moment de stress sans avoir une émotion. Celui qu'on a tous traversé, c'est le stress des examens. Le stress des examens, on n'est pas en colère, on n'a pas peur. C'est-à-dire quand on est assis sur sa chaise, on n'a pas une peur vitale d'un élément extérieur qui pourrait menacer notre vie. D'accord? On n'est pas triste, mais on a un grand stress. D'accord? Donc du coup, dans l'émotion, il y a toujours stress. Par contre, dans le stress, il n'y a pas forcément de l'émotion. Et ça, c'est aussi très important de le comprendre parce que nous, on met beaucoup d'émotionnel dans nos réactions de stress, chez soi ou chez l'autre. Mais parfois, les réactions de stress, elles sont juste à traiter comme des réactions de stress et pas comme des réactions émotionnelles. Mais on fait un énorme amalgame parce qu'on ne sait pas faire en fait. C'est juste qu'on ne sait pas faire. C'est pas qu'on est nul ou quoi, c'est juste qu'on ne sait pas faire. Donc, les réactions disproportionnées de nos patients ou des familles ou même de nos collègues sont souvent des réactions de stress et ne sont pas des réactions liées à une colère identifiée, d'accord? Et donc, il ne faut pas les identifier comme des émotions. Donc, c'est ce qu'on peut appeler l'émotion parasite. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, on entend « Oh là là, une famille hyper en colère, ils ont dit ça, ils ont fait ça, ils sont à 10 au bout du couloir, ils veulent voir leur terne, ils veulent voir le médecin, etc. » Et on associe tout ça à la colère. Non, ça peut être une famille qui est en grand stress, avec beaucoup d'appréhension, peut-être de la peur. Il faut faire la part des choses et ça, c'est en questionnant qu'on va savoir si on est sur une émotion ou si on est sur quelque chose de parasite. Mais il n'y a peut-être pas forcément de la colère derrière ou pas forcément de la peur. D'accord? Et ça, c'est vraiment le rôle de la gestion émotionnelle. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le contrôle en mode on dit rien, on n'entend rien, on voit rien. On est plus dans la gestion, c'est-à-dire ce fluide, je ressens, je monte en tension, j'extériorise. Ce fluide-là, il devrait pouvoir se faire en permanence, d'accord? Tout le temps, mais tout au long de notre vie, hein, depuis notre plus tendre enfance. Or, il est coupé net dès la petite enfance, pour des tas de raisons sociétales, etc. Et donc, forcément, quand nous, on se retrouve dans nos métiers de soins, où on nous demande à nouveau de mettre en place ces fluidités-là, bah déjà que nous, on ne sait pas faire pour nous, alors comment on peut aider l'autre à s'en sortir? Ça fait un imbroglio pas possible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on reste beaucoup en tension et on souffre beaucoup de l'intérieur parce qu'on n'arrive pas à extérioriser.
Ça, c'est très important. La personne qui est sous décharge de stress, généralement, elle a plus le contrôle d'elle-même, hein. C'est à ce moment-là qu'on va, frapper quelqu'un, jeter la chaise à la tête de quelqu'un ou faire, une réaction complètement disproportionnée. Mais la personne n'est plus sous contrôle à ce moment-là. Très souvent, quand elle reprend ses esprits, elle réalise ce qu'elle a fait et elle comprend pas comment elle en est arrivée là. Voilà, donc comme les émotions ne sont pas évacuées, on reste attention et c'est à ce moment-là que commence le trop-plein et les émotions parasites. D'où l'importance de prendre soin de ses émotions. C'est-à-dire prendre soin de ses émotions, c'est quel est mon rapport à la peur, quel est mon rapport à la tristesse, quel est mon rapport à la colère, quel est mon rapport à la joie, où j'en suis déjà moi avec moi. Comment je répare ces rapports, parce que on peut se rendre compte qu'on a des rapports biaisés à certaines émotions. Comment je renoue de manière très simple avec ces 4 grandes émotions et comment je fais un travail d'extériorisation pour commencer à aider l'autre dans l'accueil de ses émotions et la gestion de ses émotions. Donc là, déjà, c'est un gros morceau, mais c'est déjà du prendre soin de soi. Et donc, ce que je vous disais en introduction, vous pouvez faire énormément de méditation, énormément de yoga, énormément de danse, énormément de chant, énormément de sport, enfin, tout ce que vous voulez en pratique de bien-être externe. Si vous n'allez pas à la source de comment vous êtes avec vos émotions primaires, vos émotions parasites et quels sont le lien que vous entretenez avec elles, eh ben vous allez faire du yoga toute votre vie. C'est super, hein, il y a plus grave comme activité. Mais vous comprenez l'idée de se dire qu'on intervient sur le bout de la chaîne et on n'intervient pas sur le début de la chaîne. Voilà. Deuxième grand pilier de ce soir, se connaître. Donc on est un peu rentré dans le vif du sujet avec les émotions. Se connaître, c'est hyper important parce qu'on se pose jamais. On se pose jamais sur savoir quelles sont nos priorités. Quand on commence à réfléchir à quelles sont nos priorités, c'est quoi? C'est sur quoi je suis prête et prêt à ne pas lâcher. Qu'est-ce qui pour moi est tellement important que je pourrais sacrifier des choses? Sacrifier pour préserver ça, d'accord? Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être son propre bonheur, ça peut être l'argent, ça peut être sa maison, ça peut être n'importe quoi, on n'a pas de jugement à porter là-dessus. Mais moi, quelles sont mes priorités? On se pose rarement la question et moi, je vous invite, pas maintenant, mais à un moment où vous êtes un peu tranquille, à vous dire, mais est-ce que dans ma vie, ce que je suis en train de vivre, ce sont mes priorités? Et on va se rendre compte tous, de manière assez universelle, qu'on fait souvent des priorités des choses qui ne le sont pas et de nos priorités des choses secondaires. À partir du moment où on réalise ça, on réalise pourquoi on se fatigue. Pourquoi on se fatigue dans sa vie au quotidien? Parce qu'on dépense de l'énergie dans des choses qui ne sont pas pour nous des priorités. Mais pour l'identifier, il faut savoir quelles sont nos priorités. Pour ça, je vous invite à identifier 21 valeurs professionnelles et 21 valeurs personnelles. Je vous invite à faire ça, comme je vous disais, pas maintenant, mais vraiment 21. Et tant que vous n'en avez pas 21, vous cherchez. Vous cherchez. Vous cherchez 21 valeurs professionnelles et 21 valeurs personnelles. Et vous allez voir qu'en les cherchant et en les écrivant, vous allez mettre à jour des priorités. Et peut-être même que pour certains d'entre vous, vous allez voir que dans vos valeurs professionnelles, votre travail d'aujourd'hui ne répond pas à ces valeurs. Du coup, qu'est-ce que vous faites dans ce travail? Du coup, il faut faire une mise en mouvement, en fait. Et pareil dans les valeurs personnelles. Mais parfois, on a la tête dans le guidon, on avance, et on oublie juste de se dire, mais est-ce que je suis au bon endroit au bon moment, en fait? Est-ce que je suis en phase avec qui je suis? Et vos repères internes. Les repères internes, c'est quoi? De manière très simple, les repères internes, c'est, vous savez, cette petite voix. Cette petite voix qui sait mieux que vous, qui est parfois un peu agaçante parce que c'est celle qui vous dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit de ne pas y aller, je te l'avais dit de ne pas dire oui, je te l'avais dit de ne pas te mettre avec ce mec, je te l'avais dit de ne pas te mettre avec cette gonzesse, je te l'avais dit de ne pas lui écrire. Voilà, vous voyez cette petite voix-là? Et bien ça, c'est ce petit repère interne. Ce petit repère interne, pourquoi il est très très enfoui à l'intérieur de nous? Parce que, encore une fois, c'est très en lien avec notre système socio-éducatif.
Donc, encore une fois, je vous dis, vous y êtes pour rien. Vous êtes, vous comme moi, des adultes en stratégie adaptative pour s'en sortir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez fait avec ce que vous aviez. Quand on est tout petit, depuis tout le temps, les grands savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. D'accord? Les grands nous disent ce qui est bon à manger. Les grands nous disent parfois qu'on ne sait pas ce qui est bon. Hein. Donc on sert une assiette d'haricots verts, j'aime pas les haricots verts, ouais, mais tu sais pas ce qui est bon. Bon, voilà. Donc à chaque fois qu'on exprime des choses qui nous tiennent à cœur, en fait, eh bien on a toujours un grand, un parent. Alors quand je dis parent, c'est figure parentale, c'est pas forcément parent biologique. Un professeur, un instituteur, une nounou, qui vient nous expliquer qu'il ne faut pas faire comme ça, qu'il faut faire comme ça, etc., etc. Et à l'école, encore plus. C'est-à-dire qu'à l'école, on vient encore plus asseoir cette posture de sachant, non sachant. C'est-à-dire que tous les repères ne peuvent venir que du prof. Et si le prof dit que, c'est que. Et moi, si je pense l'inverse, ben, je ne peux pas le dire en fait. Et si je pense que j'ai tort, enfin que le prof a tort, je ne peux pas le dire non plus. Donc j'apprends à me taire. Et donc j'apprends à avoir toujours besoin de l'autre pour savoir ce qui est bon pour moi. Donc quand j'arrive à l'âge adulte, que j'ai fini mon diplôme et que je suis sur le marché du travail, on me dit quoi? On me dit, c'est vous le professionnel, c'est vous qui savez. Euh, Attendez. Ah ben non, j'ai plus personne autour de moi. Ah ben merde. Ah ben comment je vais faire? euh, Ah ben je sais pas. Et là, patatras, c'est l'écroulement de la tour de Capla. C'est-à-dire que là, il faut avoir des repères internes. Repères internes qu'on n'a pas. Concrètement, on les a pas. On les a pas parce qu'on est bidon ou parce qu'on est nul. On les a pas simplement parce que personne, à un moment donné, nous permet de reconnecter avec ces repères internes et personne ne nous permet d'apprendre à faire confiance à ces repères internes et donc d'asseoir une position qui soit honnête et qui soit en lien avec nos repères internes. Et ça, on nous demande de faire confiance à nos repères internes en l'espace de 48 heures, c'est-à-dire en gros entre la fin du diplôme et le début du diplôme. Sauf que non, ça mérite un petit peu de temps, surtout si on a une éducation un peu stricte, un peu difficile, où la parole n'était pas libérée. Et donc, ça donne quoi? Ça donne pas de confiance en soi. Bah, forcément, puisque tous les signaux qui m'arrivent de l'intérieur, je les ai éteints. Je les écoute pas. Je suis uniquement focalisée sur le regard de l'autre, le jugement de l'autre, l'avis de l'autre, et ce que l'autre va me dire de faire. Mon cadre, ma collègue, la collègue expérimentée, le to-be, peu importe. Et donc moi, j'ai éteint tous mes repères internes. Donc si l'autre est défaillant, c'est-à-dire si l'autre, il est agressif, il n'est pas là où j'aimerais qu'il soit, il n'est pas bienveillant, il n'est pas sympa, il est absent, il est autoritaire, je m'écroule. Je m'écroule. Je n'ai aucun repère interne. Donc, travailler sur ces repères internes, c'est absolument indispensable si on veut prendre soin de soi. Parce que plus on a des repères internes qui sont allumés, et plus on est fort, j'ai envie de dire, pour travailler dans un milieu extérieur qui, lui, n'est pas toujours bienveillant. On se rend compte qu'on attend que l'extérieur change pour que nous, on se sente plus confortable. Mais ça n'arrivera jamais, en fait. C'est un deuil à faire. Le monde extérieur ne sera jamais comme on voudrait qu'il soit. Déjà parce que c'est pas possible. Il faudrait qu'il soit adaptatif à chaque individu, puisqu'on est tous singuliers et différents. Mais c'est à nous de travailler sur nous pour pouvoir être en phase avec un monde extérieur qui est ce qu'il est, qui n'est pas parfait, mais qui est ce qu'il est. Donc mieux savoir qui je suis me permet de mieux savoir où je vais. Et donc ça évite clairement la mise en action des mécanismes de défense. Nos mécanismes de défense se mettent en action quand on est tellement vulnérable qu'il faut agresser l'extérieur pour pouvoir se protéger. Et quand on commence à être dans l'agressivité du monde extérieur pour être soi protégé, on est dans un schéma de relation qui est autodestructeur. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est détruire notre environnement, et lorsque notre environnement sera détruit, eh bien nous, on sera 6 pieds sous terre. On n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce qu'on se rendra compte quand même qu'on aura été à l'origine de cette destruction sans pouvoir agir sur cette destruction. Mais ce sont des mécanismes de défense. Et les mécanismes de défense, ils sont là pourquoi? Pour nous protéger. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se mettent en action si nous, on est trop vulnérables, si on n'a aucun repère interne. La lutte
épuise. Être en lutte contre l'extérieur, c'est la porte ouverte à l'épuisement professionnel, au burn-out et de manière plus dramatique à la dépression et au suicide. Plus vous luttez, plus vous vous épuisez. Vous avez l'illusion que dans la lutte, vous êtes plus fort, mais in fine, dans la lutte, vous vous autodétruisez. Soit en comportement addictif, drogue, clope, sortie excessive, alcool, jeu, soit dans la lutte, vous vous épuisez émotionnellement et personnellement parlant. Regardez les choses telles qu'elles sont et non pas telles que je voudrais qu'elles soient. C'est vraiment la clé de la cessation de la lutte, ça. Mais pour ça, il faut se connaître. Sinon, on ne peut pas. Ok, troisième pilier, s'aimer et se respecter. Comment pouvez-vous être heureux dans un métier si déjà, à la base, vous ne vous aimez pas et vous ne vous respectez pas? Alors, c'est si déjà on ne s'aime pas, bien sûr, pas s'aimer ER, tout le monde a vu la faute d'orthographe, moi aussi. Mais le message en reste tout le temps le même. Comment être heureux et épanoui dans ce métier si on ne s'aime pas et on ne se respecte pas? C'est pas possible. Parce que si on ne s'aime pas et on ne se respecte pas, on n'est pas heureux dans son métier, mais on n'est pas heureux dans ses relations et on n'est pas heureux avec le monde en général. Comment créer et s'épanouir dans une profession si on se sous-estime? Si tout le temps on pense que on n'est pas suffisamment formé, on n'est pas dans la bonne équipe, on n'est pas à la bonne place, on n'a pas suffisamment d'expérience, on n'a pas le bon diplôme, on n'a pas la bonne place. Si on est tout le temps dans la sous-estime de soi-même, on ne peut pas être force de proposition. Donc on ne peut pas être dans la création et on ne peut pas être dans l'épanouissement, c'est pas possible. Et tout ça, ça prend naissance où? Dans nos croyances limitantes. Nos croyances limitantes, c'est cette petite voix qui nous a fait comment dire, voir le monde d'une certaine manière. Et elle nous fait voir le monde en fonction de ce qu'on a vécu. Encore une fois, on prend encore tout ça dans l'origine de nos racines et de notre éducation et de notre enfance. Et c'est tous les petits messages que l'on a reçus de manière verbale ou non verbale. Ça peut être, alors chez les soignants, c'est souvent des croyances, les aides-soignants, des croyances par rapport à leur profession. Un aide-soignant ne doit pas faire ça. Un aide-soignant n'est que aide-soignant, donc il n'a pas à prendre la parole dans un staff pour une décision de limitation de traitement. Une infirmière, elle n'est pas interne, donc elle ne peut pas dire ça ou elle ne peut pas penser ça. L'interne, il ne peut pas dire ou penser ça par rapport à son senior. Dans nos métiers, on a beaucoup de croyances qui nous empêchent d'être créatifs, d'être force de proposition, parce qu'on est persuadé de quelque chose qui n'est pas vrai, en fait, qui est une croyance. Alors, le côté vicieux de la croyance, c'est que tant qu'on ne l'a pas identifié comme une croyance, on pense que c'est une vérité. Et donc, comme c'est une vérité, on ne la remet pas en question. Si je vous dis la mer est bleue, vous allez me dire oui. Et si je vous dis, mais en fait, tu sais que la mer n'est pas bleue, vous allez me dire, bah non, en fait, non, la mer est bleue. D'accord? Parce que c'est une sorte de vérité, c'est une vérité. Et, et donc, vous n'allez pas la remettre en question. Et bien, nos croyances, c'est la même chose. On ne les remet jamais en question, sauf quand on fait un travail pour les identifier. Et quand on les identifie, on dit, merde, en fait, j'ai un regard un peu biaisé sur la réalité. Alors, comment il arrive ce regard biaisé? Eh bien, parce que vous avez vécu des expériences tout au long de votre enfance, de votre adolescence et même de votre vie d'adulte qui vont conditionner ces croyances. Je vous donne un exemple qui n'est pas forcément un exemple en lien avec le milieu médical. Si vous êtes dans une famille qui vous a plutôt humilié, rabaissé, qui vous a tout le temps dit que vous étiez nul, que vous arriverez à rien, etc. Vous pouvez développer, parce qu'après ça dépend des personnalités, mais vous pouvez développer cette croyance limitante qui est que de toute façon, vous ne valez rien. Donc quand on a la croyance qu'on ne vaut rien et qu'on est aide-soignant, eh ben dans son travail, comme dans sa vie personnelle, comme on ne vaut rien, on ne va pas du tout être force de proposition, on ne va pas être acteur, puisque de toute façon, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on propose, ça ne vaut rien. D'accord? Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vos expériences vont conditionner vos croyances. Elles ont déjà conditionné vos croyances, ceux qui ont été humiliés à l'école, bon, voilà. Elles vont donc conditionner vos croyances. Mais vos croyances, une fois qu'elles sont installées, elles vont venir perpétuellement vous conforter pour que vous ayez surtout pas l'envie de penser que ce n'est pas vrai.
Vos expériences conditionnent vos croyances. Vos croyances vont conditionner votre état interne. L'état interne, c'est quoi? L'état interne, c'est comment je me sens. Je me sens timide, je me sens nulle, je me sens moche, je me sens moins que rien, je me sens... Voilà. Ça, c'est mon état interne. Donc, ma croyance va conditionner mon état interne. Mon état interne va conditionner mes pensées. Si je vaux rien, je suis nulle. Et donc, tout ce que je vais penser, ça va être pensé sur le focus, je vaux rien, je suis nulle. Non, mais je ne vais pas dire ça, de toute façon, je suis nulle. Non, je ne vais pas dire ça, ça vaut rien. Ça va pas être retenu, ça va pas être utile. D'accord? Non, mais je ne vais pas aller l'aborder, de toute façon, moi, je suis trop nulle pour ça. Non, mais je ne vais pas me mettre à telle activité, je suis trop nulle. Non, mais moi, je ne vais pas postuler pour le service de réa, je suis trop nulle. Ah non, mais moi, je ne vais pas aller travailler dans un foyer d'accueil pour enfants handicapés, je suis trop nulle. Voilà, d'accord? Ça va conditionner vos pensées. Vos pensées, elles vont conditionner vos actions. Ah oui, si vous êtes trop nul, vous n'allez pas faire. Ou vous allez faire, mais mal faire. Parce que du coup, forcément, comme vous allez le faire en pensant que de toute façon, vous allez le rater, vous allez le rater. Voilà, ça va conditionner vos actions. Et vos actions, elles font quoi? Elles conditionnent vos expériences. Bah oui, vous faites une action de nul, vous ratez, vous vous dites, bah de toute façon, je le savais, regarde, c'est nul, mais c'est normal, je suis nul. Donc votre expérience, vous revenez en haut de l'écran, conditionne vos croyances. Vos croyances conditionnent votre état interne, qui conditionne vos pensées, qui conditionne vos actions, qui conditionne vos expériences. La boucle est bouclée, vous êtes dans un cercle vicieux qui ne fera que vous enfoncer dans un vortex inférieur. Pour se sortir de ce cercle, il faut venir casser ces croyances limitantes, parce qu'en cassant vos croyances limitantes, eh bien, vous allez agir sur vos expériences. Et comme vos expériences ne seront plus les mêmes, eh bien, vos croyances vont s'affaiblir. Et du coup, votre état interne va changer, vos pensées sur vous-même changeront, et vos actions forcément changeront. Vous rentrerez dans ce qu'on appelle un cercle vertueux, qui est un vortex élévateur. Donc, ces croyances limitantes, eh bien, pour certaines, elles nous mettent dans de beaux draps au niveau professionnel, et elles nous empêchent réellement de nous épanouir en tant que soignants, et elles nous cantonnent parfois dans un lieu, dans un service ou dans une spécialité qui nous fait souffrir, parce que c'est souvent quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs, mais dans lequel on ne part pas, parce que beaucoup de soignants ont cette croyance que ailleurs c'est pareil. Alors ça, pour tous les soignants que j'accompagne, souvent je l'ai. De toute façon, partir pourquoi? C'est partout la merde. Ailleurs c'est pareil. Ah bon? Mais attends, ailleurs, c'est pas le même service, c'est pas le même établissement, c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même organisation, donc ça peut pas être pareil. Tu crois que c'est pareil, mais ça peut pas être pareil. Par contre, tu as la croyance que c'est pareil. Mais cette croyance, elle fait quoi? Elle t'empêche d'avancer. Donc, elle te conditionne, elle te cantonne dans ton service, et du coup, tu n'avances plus. Voilà, donc le travail de mise en lumière et des croyances et de casser ces croyances est un travail très important lorsque l'on veut prendre soin de soi pour diminuer ses souffrances. Et donc, bien sûr, ces croyances, elles ont une action sur la confiance en soi au travail. Ça, je voulais expliquer dans l'exemple. Ce qui est important, c'est qu'elle se renforce par l'intensité de la répétition, par l'intensité de l'expérience ou la répétition de l'expérience. C'est-à-dire, plus vous allez vivre la même expérience et elle va se renforcer, ou vous allez vivre une expérience très intense et elle va être figée pour de très longues années. Donc, agir sur soi et non sur l'extérieur pour prévenir l'épuisement. Bah oui, parce que si j'agis sur mes croyances, si j'agis sur mes émotions, si j'agis sur mes valeurs, si j'agis sur ma connaissance de moi, eh bien, je vais agir sur moi. Et donc, je ne vais pas attendre que l'extérieur bouge. En agissant sur moi, je vais me prévenir de cet épuisement. Je ne peux changer que moi. Je ne peux pas changer les autres. Donc, tous ceux qui, ce soir, sont encore dans l'illusion que des enveloppes budgétaires vont arriver, que des services vont changer, que des cadres vont prendre conscience, que des chefs de service vont se mobiliser, qu'un ministre de la Santé va, qu'un directeur d'hôpital va... Tous ceux qui sont là-dedans, ils sont dans la dépense d'énergie pour que le monde extérieur bouge. Mais c'est pas le monde extérieur qui prendra soin de vous, c'est vous qui allez prendre soin de vous. C'est pas possible. On ne peut pas demander à l'autre une telle responsabilité. Cette responsabilité, elle n'incombe qu'à soi. Elle n'incombe qu'à vous. Ok, quatrième pilier, s'empêcher d'être, qui est très en lien avec les croyances. On s'empêche d'être qui on est, forcément. En s'empêchant d'être qui on est, on se tire une balle dans le pied. Donc, avec les croyances, on l'a vu, avec les mécanismes de défense qui se mettent en place parce qu'on est tellement vulnérable, on n'a tellement pas de repères internes et on n'a tellement pas de fluidité dans notre gestion émotionnelle qu'il faut mettre des barricades, sinon on ne va pas s'en sortir. Et, pada, elle est là,
La peur. La peur qui, très souvent est mariée à l'ego, hein, ils s'entendent bien, ils ont une relation assez fusionnelle les 2. C'est très compliqué de les défusionner, mais ils nous font vraiment, vraiment caguer ces 2 pour rester poli, hein. Voilà, la peur, c'est l'émotion qui cause le plus de dégâts, vraiment. C'est vraiment celle qui nous empêche de trouver les réponses qui sont à l'intérieur de nous, parce qu'elle nous tourne perpétuellement et continuellement vers l'extérieur. On a tellement peur de ce qu'on pourrait découvrir à l'intérieur de nous, tellement peur de ce qu'on pourrait être, tellement peur de ce qu'on pourrait connaître, de ce qu'on pourrait savoir, de ce qu'on pourrait déterrer, des peurs qui sont irrationnelles, on est d'accord, hein, qui sont des peurs créées par l'ego. Bah oui, son acolyte. On a tellement peur de ça qu'on se fuit complètement. Et en se fuyant, ben, on se fuit, on se vide, on s'enfuit de soi, et donc on souffre énormément. L'ego, son job, ça va être de toujours vous ramener dans vos schémas de fonctionnement. C'est-à-dire, dès que vous allez avoir peur de prendre la parole, peur de vous mettre en mouvement, peur de changer de service, peur de dire quelque chose, peur de proposer quelque chose, l'ego va vous dire: t'as raison, le fais pas. On va se planter, on va se casser la gueule, on va se moquer de nous, elle va nous regarder, qu'est-ce qu'il va dire après? Et si c'est pas bon? Donc l'ego, lui, son job, c'est de faire en sorte que jamais vous sortiez du schéma dans lequel vous vous êtes enfermé à la sortie au début de l'âge adulte, en gros, une fois que les choses sont un peu figées. L'ego, il va faire en sorte que vous restiez là, c'est une zone de confort. Si vous avez envie de sortir de votre zone de confort pour vous expandre, pour être plus grande, plus grand, pour être mieux, pour être plus en phase avec vous, pour être vraiment qui vous êtes, pour reprendre possession de votre être et de votre âme, votre ego, il va déclencher la peur et il va dire non, 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 surtout pas, n'y va pas, tu vas souffrir, tu vas te planter, ça va recommencer, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et donc beaucoup n'y vont pas et donc restent enfermés dans des schémas qui sont souvent des schémas autodestructeurs. Donc la peur et l'ego, c'est 2 grandes choses sur lesquelles c'est important de travailler quand on est soignant parce que c'est un sable mouvant en fait. Voilà, voilà. 5e pilier, s'estimer, arrêter de se comparer. Dans ce métier, c'est quand même pas mal d'arrêter de se comparer. Il faut vraiment qu'on lâche l'illusion de ce fantasme de la confiance absolue et universelle qu'on pourrait avoir en soi et en l'autre. D'un moment donné, de se dire qu'on pourrait être quelqu'un qui a plus de doute, plus stress, qui a confiance en lui, qui est OK avec lui-même, avec la vie. Non, ça n'existe pas en fait. C'est encore un leurre de se dire que c'est le truc à atteindre. Comme c'est inatteignable et qu'on l'atteint jamais, on se sent toujours nul. Donc ça vient juste alimenter la croyance que nous, on n'est pas fait pour ça. Voilà. Mais en fait, c'est une illusion, ça n'existe pas. Comme l'illusion qu'un soignant qui réussit à être un bon soignant, c'est un soignant qui sait en gros serrer les dents, quoi. C'est-à-dire que c'est un soignant qui arrive à encaisser toutes les situations, c'est un soignant qui pleure pas, qui montre pas ses émotions, qui faiblit pas, qui n'est pas dégoûté à la vue d'un corps mutilé ou d'une odeur particulièrement difficile. Voilà, ce soignant qui pourrait devenir une sorte d'être lisse, sans émotion, sans expression, en étant traversé par rien, jamais, avec aucune courbe, ni de haut ni de bas, un truc plat, un électroencéphalogramme plat. C'est un peu le message qui est passé à l'école d'infirmiers. Et dans les écoles de santé en général, souvent c'est ce genre de phrase qu'on entend qui personnellement me met hors de moi parce que j'accompagne beaucoup d'étudiants qui est bah, va falloir t'habituer, hein. Ça va être le quotidien, ça, bientôt, hein. Ah ben, va falloir t'y faire, parce que si tu te mets à pleurer à chaque fois qu'il y a un mort, tu vas pas t'en sortir, hein. Non, mais ça, c'est la misère sociale, hein. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu crois que tous les gens mangent à leur faim en France? Etc., etc., etc. Donc, il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, quand on est un soignant qui a réussi, on a un soignant qui réussit voilà, quoi. Donc ça aussi, c'est une illusion, hein, c'est un énorme mécanisme de défense. Donc on a le droit de stresser, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir des doutes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un bon professionnel. On a le droit de ne pas se sentir bien, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être révolté, on a le droit d'être en colère. En fait, on a le droit d'être un être humain qui a décidé d'être certes un soignant, mais on a surtout le droit d'être un être humain à la base.
Et donc, on a vraiment tous quelque chose d'unique en nous. On est vraiment tous uniques. Et il y a vraiment une place pour chacun dans ce monde. Donc, il faut vraiment que tout le monde sente que dans sa singularité, eh bien, il peut apporter une pierre à l'édifice. Et qu'il n'est pas obligé d'apporter un rocher énorme qui est censé faire 4 fois la taille du rocher du voisin pour participer à cette construction, en fait. Il faut lâcher l'échec, parce que alors ça, c'est la peur de l'échec, c'est dur, quoi. Hein. Chez les soignants, c'est dur. Il n'y a pas d'échec, en fait, il n'y a que de l'expérience. On nous fait croire qu'on peut être en échec, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. À chaque fois qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas fait comme on aurait voulu ou qu'on n'a pas bien fait, on a juste pris de l'expérience en fait pour les fois d'après. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on atteint la sagesse et la réflexion, c'est parce qu'on fait des expériences. Seulement comme on a peur de l'échec, alors là j'ai envie de dire merci l'école, comme on a peur de l'échec, eh ben, on préfère ne pas faire plutôt que de faire par peur de se tromper. Donc en gros au bout de 6-7 ans, on ne fait plus rien. Donc on devient des machines à soins. Donc on produit, on fait sans sens, on fait sans chercher à faire différemment, sans chercher à créer, sans chercher à faire autrement, parce qu'on a peur de se planter. C'est pour ça que je vous dis que la peur, c'est vraiment l'émotion qui crée le plus de dégâts dans nos métiers de soignants. Et cette peur qui est souvent une peur qui n'est pas fondée. Hein, qui est pas fondée. Accepter sa vulnérabilité, c'est hyper important en tant qu'être. On peut mal faire, ou on peut faire maladroitement, et c'est OK en fait. Et ça, encore une fois, on ne peut pas demander à l'autre, à l'extérieur, d'être bienveillant envers notre échec. Si nous, déjà, à la base, on n'est pas bienveillant avec son propre échec, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à l'autre de prendre soin de nous si déjà nous, on n'est pas un peu câlinou avec nous-mêmes, quoi. Donc, objectif numéro 1, être un peu câlinou avec soi-même. Et après, peut-être, on pourra attendre un peu de bienveillance du monde extérieur, peut-être. Parce que quand vous êtes suffisamment câlinou avec vous-même, vous n'avez absolument plus besoin de bienveillance extérieure. Et ça, c'est une grande liberté possible, mais qui nécessite un petit peu de travail. Ses propres ressources. Ah, ses propres ressources. Mais on n'y va jamais dans ses propres ressources. Ce sont tous les trésors que l'on enferme et qui peuvent nous nourrir, nous porter et nous donner sens. On ne se reconnecte que rarement à, à cette puissance, en fait, à cette puissance de ce que l'on enferme en permanence. Et pourtant, c'est énorme, en fait, la force physique que ça entraîne, c'est énorme. De temps en temps, fermez les yeux et rappelez-vous des espaces à l'intérieur de vous où vous avez été particulièrement bien. Ça peut être des lieux, ça peut être des personnes, ça peut être des moments, ça peut être des paysages, ça peut être des oiseaux, ça peut être des mets, ça peut être des musiques, ça peut être des livres, ça peut être des tas de choses qui, à un moment donné, nous font sentir combien on est grand, combien on est vivant, combien on est bien plus grand que cette carcasse dans laquelle on est tous enfermés. Et parce qu'on est tellement projeté dans le quotidien qu'on a vraiment cette grosse tendance à zapper. À zapper qu'il y a des moments où on est transcendé, transporté par des expériences de vie. Et ces expériences-là, elles sont intactes à l'intérieur de nous de manière assez spectaculaire. Il suffit qu'on y repense pour avoir toutes les sensations physiques et émotionnelles associées à ces moments. Un rire d'enfant, la naissance d'un enfant, des grands repas familiaux, des fêtes de Noël, des mariages, des naissances. On a tous un moment là, je suis sûre qu'en plus ça vous traverse l'esprit, tous un moment dans lequel on est capable de ressentir à nouveau son cœur battre. Et vous savez, ces moments où on attend son mec ou sa nana quand on vient juste de le rencontrer, là, c'est des sensations énormes, ça, dans une vie. Quand vous avez des papillons dans le ventre, ou quand vous retrouvez une amie que vous n'avez pas vue depuis des années. Enfin, il y a des tas de moments comme ça qui sont, euh, qui sont importants à reconnecter
surtout quand on est faible et quand on a besoin d'énergie et qu'on ne se sent pas bien. C'est vraiment très important qu'on se reconnecte à tout ça, parce que c'est vraiment ce qui nous porte et ce qui nous fait nous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands. Voilà. C'est juste derrière vos yeux ces ressources, hein. C'est pas loin. Il y a vraiment pas besoin d'une pratique particulière. C'est tout intact à l'intérieur de vous. Et il suffit d'une bonne musique, d'un bon écouteur et d'un décollage immédiat vers ce qu'on préfère dans la vie en fait. Ce qu'on préfère dans la vie. Voilà, voilà. Donc on a vu, eh bien, on a vu tous les piliers. Donc je vais pouvoir vous retrouver